Pour les Ivoiriens de Côte d'Ivoire et de l'extérieur, et Bimpe devient maintenant le centre du monde. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au Grand Talk, spécialement évidemment aux couleurs de ce match Côte d'Ivoire, RDC, République démocratique du Congo, qui doit normalement voir la Côte d'Ivoire aller en finale. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Évidemment, ce soir, nous ne recevrons pas André Bois, qui ne sera pas avec nous. Mais nous sommes toujours en compagnie de notre recette qui est assis. Marius Komoé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Christelle, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Bien entendu, si je n'ai pas la pêche, comment les éléphants que nous devrons supporter auront la pêche? Élisée, enfin, non, prophète Élisée, bonsoir. Oui, exactement. Bonsoir Christelle, merci de ne pas l'omettre parce que ce n'est pas un titre usurpé, mais c'est un titre mérité. D'accord. Gérard Talman, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tout le monde. On est très heureux une fois de plus de vous retrouver ce soir. Et moi aussi, très heureuse de vous retrouver, chers amis. On va donc ouvrir tout de suite là le Grand Talk avec le 6 minutes sport de Gérard Talman. On y va. Trois points à l'ordre du jour. Gérard, comme à l'accoutumée, on commencera évidemment par un point RDC. Alors, Chancel Mbemba appelle à la paix en RDC. Tout à fait. Il n'a échappé à personne, en tout cas, que des combats font rage en ce moment dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'armée régulière est donc opposée au mouvement rebelle M23, et ce qui occasionne vraiment des massacres de la part des rebelles. Eh bien, il a profité de la lumière de la CAN, Chancel Mbemba, le capitaine des Léopards, pour lancer, en tout cas, un appel de soutien déjà aux victimes, directes et indirectes, de ce massacre et de ce conflit, et aussi pour lancer un appel de paix via ses réseaux sociaux, particulièrement via X, ancien Twitter. Et puis, on se rend de la RDC, on part en Égypte, parce que l'ancien joueur capitaine des Pharaons, avec 176 sélections, devient le sélectionneur avec son frère jumeau. C'est quelqu'un que la Côte d'Ivoire aura bien évidemment du mal à oublier. Bon, la Côte d'Ivoire de 2005-2006, en tout cas pour ceux footballistiquement qui étaient déjà majeurs à cette époque-là. Voilà. Après donc la CAN complètement ratée de l'Égypte, qui espérait pourquoi pas se racheter après les précédentes éditions, voilà. Et puis la fédération a remercié Rui Vitória, l'entraîneur qui était en place. Elle a donc cherché un digne successeur à l'entraîneur portugais. Elle a retrouvé M. Osam Hassan, capitaine et légende des Pharaons. Voilà, donc c'est lui qui a été désigné pour succéder à Rui Vitória. Cela pour donner un peu d'entrée, un peu de couleur aux Pharaons d'Égypte, avec un certain Mo Salah qui certainement, dans les années à venir, va vers la fin. Il sera Osam Hassan, accompagné de son frère jumeau, Ibrahim Hassan, qui sera donc son adjoint. Et donc, on pourra dire que sur le coup, pour le moment, la fédération égyptienne mise sur les qualités locales. On raconte, il se dit en coulisses, qu'un certain Hervé Renard pourrait prendre la suite des frères jumeaux. Très bien, on attend de voir cela. Et puis, allons en Guinée maintenant avec l'avant-centre Serhou Guirassy, qui finalement pourrait partir peut-être de Stuttgart. Ma chère Christelle, vous ne semblez pas si bien dire. L'ami Serhou Guirassy, juste après la CAN, bon, une CAN, comment on va la qualifier, la CAN de Serhou Guirassy? On va dire qu'elle est mitigée. Une CAN manquée. Elle est quoi? Complètement manquée. Voilà. Elle est manquée. Donc il a tout de suite, très tôt, il est reparti dans son club allemand de Stuttgart. Voilà. Et donc, alors que certains observateurs se disaient, au vu de ses performances et tout, même s'il était blessé, il s'en irait sous d'autres cieux. Voilà. Bon, lui, il est resté, donc il est resté donc jusqu'à l'été, donc juin 2024. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que sa clause libératoire est de 17 500 000 euros. Donc, s'il y a des clubs qui sont intéressés, c'est le moment déjà de se positionner, puisqu'on savait qu'il y a des cadors européens tels que Chelsea, tels que Manchester United, qui sont intéressés par les services de Serhou Guirassy. Et ça sera tout donc pour le 6 minutes sport. Merci Gérard, vous restez avec nous. On a terminé, mais on reste sur ce plateau.
Dans près de 50 et quelques minutes, ce sera donc le coup de sifflet du match Côte d'Ivoire-RDC. Mais pour l'instant, chers amis, le Nigeria s'apprête à aller aux prolongations. Ils ont peut-être démarré les prolongations avec l'Afrique du Sud. On se retrouve à 1 partout. C'est ça. Mais il faut que je vous l'avoue, le prophète Élisée, présent ici, lorsqu'on travaillait donc en rédaction pour cette émission, il nous a dit, je vous dis, le Nigeria fait 1-1. Et puis après, ils iront aux prolongations. Et puis je dis le résultat, il dit, et puis après, l'Afrique du Sud élimine le Nigeria et l'Afrique du Sud rencontre la Côte d'Ivoire. Oh, prophète! On s'incline. Nous nous inclinons. Mais on attend de voir jusqu'à la fin si votre prophétie pour ce jour, Élisée, se réalisera. Alors, essayons de décrypter un peu ce match-là, Nigeria-Afrique du Sud. Oui, déjà hein, quand on remonte un peu dans l'histoire, l'Afrique du Sud a toujours été un gros morceau pour le Nigeria. Les quelques rares rencontres qu'ils ont eu à disputer, quelquefois a été vraiment très difficile pour le Nigeria. Et c'est à juste titre d'ailleurs que le sélectionneur même du Nigeria et certains joueurs du Nigeria l'ont même avoué. On dit que ça allait être un match assez difficile, contrairement à ce que beaucoup d'hommes pensaient. Et là, on se rend compte de l'évidence, puisqu'au terme des 90 minutes, ils sont restés sur le 1-1. Et probablement, ils feront les Il faut dire qu'il y a un penalty d'Osimhen qui a été donc... un but d'Osimhen. Oui, un but d'Osimhen, mais qui est consécutif à une faute sur un Sud-Africain dans la surface de réparation. Qui n'avait pas été sifflé. Qui n'avait pas été sifflé. Donc la VAR a interpellé l'arbitre et au final, le but de Osimhen a été donc refusé. Et plutôt, un penalty accordé à l'Afrique du Sud parce que l'action est partie déjà d'une faute dans la surface au profit de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a égalisé. Les deux buts ont été marqués sur des penaltys. Voilà, donc le match est vraiment serré. Et on voit une équipe Afrique du Sud qui est très, très bien en place. Je pense que depuis le début de la compétition, c'est sinon le match le plus difficile du Nigeria aujourd'hui. Parce que là, on regarde, en termes de position de balle, l'Afrique du Sud vraiment a investi l'ensemble du terrain. Et comme je le disais, c'est vrai, au-delà de mon analyse, je pense pour moi qu'il y a de probables chances que l'Afrique du Sud obtiennent le gain de cette rencontre. Bien évidemment au tir au but. On attendra jusqu'à la fin de la rencontre. Marius Komoé, Afrique du Sud, Nigeria, vous disiez que c'était peut-être facile pour le Nigeria. C'était quoi votre analyse? Ah non, quand on regarde le parcours de l'Afrique du Sud, on ne peut pas à un tel niveau, à un tel stade de la compétition, juger de la suprématie d'une équipe sur une autre. À ce stade de la compétition, toutes les équipes s'évalent. Et j'en suis convaincu, au regard du football en ce moment produit par l'Afrique du Sud, que tout est mis en œuvre par les joueurs sud-africains pour encore une fois remporter le gain du match, pour remporter la partie. Avec un excellent gardien. Un excellent gardien qui a fait montre de prouesse technique en bloquant 4 pénaltys sur 5. À la précédente rencontre, en quart de finale. Il ne faut pas douter un tant soit peu de la qualité des joueurs de l'Afrique du Sud qui commencent un match à 100 à l'heure et le terminent également à 100 à l'heure. La volonté de remporter cette CAN s'affiche à tous les niveaux et nous ne pensons pas que, même rencontrant l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, si elle gagnait véritablement son match ce soir, ne serait pas confrontée à un adversaire aussi coriace, autant avec le Nigeria qu'avec l'Afrique du Sud, nous avons un morceau dur en face. Gérard, cette équipe du Nigeria était très crainte. Hein? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui a fait la différence pour que l'Afrique du Sud puisse arriver à les contenir? C'était quoi? C'est quoi selon vous le secret? Déjà, l'Afrique du Sud est aussi une équipe très très joueuse. Voilà, on le disait, hein, je n'ai eu de cesse, justement, tout au long de mes chroniques, de mes interventions, de le rappeler. Voilà, c'est une équipe extrêmement joueuse. Elle savait déjà que le poison en attaque, c'est Victor Osimhen. Donc, il fallait déjà, autour de Victor Osimhen, mettre un véritable mur, quelque chose qui allait déjà le contrer. C'est important, c'est ce qu'ils ont réussi. Mais la seule faute, la seule erreur d'inattention est venue quand le défenseur, là, il te fauche quasiment Victor Osimhen dans la surface, voilà, dans la surface de réparation, penalty. Mais il faut noter aussi que sur ce penalty-là, le fameux gardien de l'Afrique du Sud, Lamy Williams, a plongé non seulement du bon côté, il s'en a fallu de peu qu'il arrête ce penalty parce que c'est juste là, sous les abdominaux. C'est dire que franchement, les choses se jouent. Et puis bon, en termes de stats déjà, pour cette rencontre, il y a 9 tirs cadrés de la part du Nigeria et il y en a 14 de la part de l'Afrique du Sud. 60% de possession de balles pour l'Afrique du Sud et 40% de possession de balles pour le Nigeria.
C'est dire que c'était un match difficile pour le Nigeria. Bon, l'Afrique du Sud est, lui, dans la continuité, en tout cas, de ce qu'il fait. Vous pensez au final que l'Afrique du Sud pourrait remporter cette... J'ai tendance à le croire. J'ai tendance à le croire. Hein, pour le peu que j'ai vu, en tout cas de cette rencontre-là, je vais aller dans la lignée du prophète Élisée, de ce qu'il a dit. J'ai vraiment très tendance à le croire parce que, parce que là, ça bouge vraiment sur le front de l'attaque sud-africaine. En attendant la fin de ce match, on reste toujours ici à l'antenne et on aura les informations dans tous les cas. Pour l'instant, les prolongations du match Afrique du Sud-Nigeria ont commencé depuis donc, le stade de Bouaké. Pour l'instant, quittons le stade de Bouaké et puis allons, messieurs, n'est-ce pas, à Ebimpe, là où la destinée de notre nation se joue. Marius Komoué, pour ce match, évidemment, la mobilisation sera totale. Non, elle est déjà totale. Il n'y a qu'à regarder le match Afrique du Sud-Nigeria et en jeter un coup d'œil dans les gradins pour comprendre à quel point les Ivoiriens sont férus de football. Et face à une équipe nationale ivoirienne qui leur redonne encore espoir, eh bien, c'est comme un seul homme, que les Ivoiriens seront encore une fois mobilisés pour se déplacer dans cette cuvette, cette nouvelle cuvette, loin du stade de Faux-Boigny, qui est celle d'Ebimpe, que les supporters ivoiriens, debout comme un seul homme, iront pousser l'équipe nationale à sa prochaine victoire significative donc, de sa qualification pour les finales. Élisée Boloubeu, il va nous falloir réécrire l'histoire à Ebimpe. Oui, moi je pense que, bon, au-delà de réécrire l'histoire, je crois que quand même, il ne faut pas aussi être parano. Hein. On a quand même gagné la Guinée-Bissau en match d'ouverture et c'était à Ebimpe. Voilà, donc moi je ne suis pas trop pour la thèse de ceux qui pensent qu'il y a comme une malédiction qui règne sur Ebimpe. Ebimpe ne nous réussit pas. Non, moi je ne pense pas. Ça vous a déjà réussi lors du match d'ouverture? Voilà, le match d'ouverture, on a gagné. Voilà. Donc moi je pense juste qu'il faut que... Et je crois que Serge Aurier a planté le décor dans sa conférence de presse. Il faut que les Ivoiriens comprennent qu'on a dépassé avec le match du Sénégal et de l'Afrique du Sud l'étape des réactions. Il faut être maintenant dans l'étape de l'action. Donc, vous voyez, il faut imposer son jeu. Comme l'a dit MS Faye, il faut que la Côte d'Ivoire joue maintenant à son niveau et joue son jeu. La Côte d'Ivoire ne doit plus être en train de courir après le score, ni de courir après... disons, après le jeu qui lui est imposé. Mais il faut qu'on arrive. Et je pense que la Côte d'Ivoire a les hommes vraiment pour... Et en plus, l'avantage, je pense, que la Côte d'Ivoire a, c'est qu'elle est en face d'une équipe, c'est vrai, qui collectivement est très bonne. Voilà, qui n'a pas forcément de vedette flamboyante comme ça, qui collectivement est très bonne, mais qui pose le ballon et qui est joueuse. Donc je crois que sur cette base-là, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a, pour moi, cette possibilité-là de nous démontrer un football qui va allier efficacité et, comme on le dit, vraiment un football chatoyant. Et nous avons vraiment, comme je le dis, les hommes pour le faire. Et c'est à nous maintenant de saisir cette opportunité que nous avons. En plus, si on est un 12e homme comme celui qu'on avait à Bouaké, je pense que vraiment, là, ça sera la symphonie, je dirais pour moi. La série sur le gâteau. La série sur le gâteau, ça sera pour moi vraiment l'alchimie qu'il faut. Gérard Tallmann, je lisais un peu certaines presses sportives et le retour qu'ils ont, c'est que la Côte d'Ivoire n'a pas véritablement de jeu. Ils estimaient que la Côte d'Ivoire n'avait pas de jeu, mais c'est une équipe réaliste et qui peut surprendre à tout moment. Est-ce que vous, selon vous, est-ce que vous allez dans leur analyse où vous vous dites non, on a un jeu et c'est celui-là? Bon, en même temps, c'est une contradiction que de dire que la Côte d'Ivoire n'a pas un jeu, mais qu'elle sait à des moments réagir. Bon, écoutez, le football, nous sommes en Côte d'Ivoire au moins 30 millions d'habitants, voilà, et chacun analyse le football à l'aune de sa connaissance, à l'aune de ses réalités. Moi, quand je vois cette équipe nationale qu'on dise qu'elle n'a pas de fond de jeu, pour moi, c'est une véritable aberration. Parce que vous n'avez pas de fond de jeu. Comment vous faites pour revenir face à l'ogre sénégalais? Comment vous faites pour revenir face à un milieu malien aussi dense, aussi terrible? Comment vous faites pour revenir? Contenir un Sadio Mané. Voilà. Et comment, si vous n'avez pas de fond de jeu, comment votre entraîneur réussit justement à faire des réajustements technico-tactiques pour venir à bout d'une équipe du Mali? Et quand, bien évidemment, son entraîneur le disait, Éric Sékouchel,
pour dire qu'ils ont le meilleur milieu du monde, ça n'était pas une boutade en fait, c'était réel. Donc oui, la Côte d'Ivoire a un fond de jeu, oui. La Côte d'Ivoire est une équipe à réaction, sinon elle a été une équipe à réaction. Et on espère, en tout cas pour aujourd'hui, que la Côte d'Ivoire, dans les 15 premières minutes, va faire douter cette équipe du Congo en marquant déjà le premier but. Voilà, et ça va très certainement les déstabiliser. Donc c'est un peu ça. C'est ce que moi je crois en tout cas en la matière. Élisée, rapidement. Moi, je voudrais rebondir un peu sur ce que a dit Gérard. En fait, moi, je crois que le thème approprié, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire n'a pas un fond de jeu. Les gens le disent, ce n'est pas abus peut-être de langage. Bien sûr. Mais pourquoi ils le disent, en fait? Voilà, c'est ce que je veux dire. Juste qu'il faut comprendre dans les propos de ceux-là qui parlent de ne pas avoir un fond de jeu, le fait qu'ils estiment que la Côte d'Ivoire ne joue pas à son niveau. Okay. Voilà, parce qu'avec les qualités techniques des individualités qui composent la sélection, voilà, avec l'expérience, avec tout le vécu que certains dans cette sélection-là ont, ils estiment que la Côte d'Ivoire, jusque-là, n'a pas produit un football à son niveau, en fait. Au niveau de cette qualité-là, voilà, qu'elle englobe. C'est ce que les uns et les autres veulent entendre par « on n'a pas de fond de jeu ». Sinon, en réalité, il y a un jeu. Mais on estime qu'il est en deçà de ce que cette formation-là est capable de réaliser, surtout au regard des talents qui font partie de la sélection. Très bien. Christian, je voudrais aussi rebondir là-dessus, très rapidement, voilà, pour dire qu'il ne faut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Ben, si c'est possible, voilà, si c'est possible de l'avoir. Okay. Si c'est possible de l'avoir. Que cherchent les Ivoiriens, les amis? On cherche à gagner, c'est tout. Les Ivoiriens sont la plupart du temps, il y a des équipes qui gagnent. Par exemple, le Cameroun. Écoutez, ce n'est pas une équipe qui était flamboyante quand elle remportait des trophées. Voilà, mais elle est pragmatique et la Côte d'Ivoire est pragmatique. Mais en fait, ça dépend aussi quelque part. Non, je répondais à ça dépend rapidement, et puis on ira sur le 11 départ. Ça dépend aussi de la philosophie, en fait, du football ivoirien. De tout temps, la Côte d'Ivoire a pratiqué un football qui s'assimile en fait à un football technique. Ce football brésilien. Voilà, ce football un peu disons, montré à la Masia, c'est-à-dire cette école de formation de Barcelone qui l'exécute le mieux au monde, ce football chatoyant, ce football léché là. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand on ne le retrouve pas, on a l'impression en réalité que la Côte d'Ivoire joue contre nature. Elle ne joue pas comme on a l'habitude de la voir. Donc c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Sinon, je crois personnellement que nous tous ici nous sommes unanimes à reconnaître que ce n'est pas donné à tout le monde, surtout une équipe, d'être dominée comme on l'a été face au Mali. Et puis de réagir. D'être dans les codes, jouer à 10 contre 11 et de réagir. Merci Élisée. On va essayer de s'apesantir un peu sur le 11 de départ parce qu'il est sorti. Gérard, vous commencez. Alors, qui est-ce qu'on a à la pointe? Écoutez, à la pointe, nous retrouvons le très cher Sébastien Haller. Ça, c'est déjà intéressant. Sur les ailes, nous avons l'ami Max Gradel-Alain. Nous avons également l'ami Simon Adingra. Au milieu de terrain, on a Franck Caissier, on a Jean-Michel Seri. Sur le côté, Ghislain Conan est resté en place. On a aussi... il y a Seko. Oui, Seko Fofana. Mais enfin, Gérard, n'oubliez personne. Hein? Il y a l'ami Seko Fofana qui est là. Il joue en fait, disons, un peu le 9,5, quoi, globalement. Voilà. Donc on a Ghislain Conan, on a Bouli, on a Sengo, on a Ndika, et puis bon, il y a Fofana, quoi. Très bien. Alors, ça a de la gueule, en tout cas. On revient sur la défense. On n'a pas Kosonou. Qui est-ce qu'on a pour remplacer Kosonou, Élisée? Mais celui qui avait remplacé Kosonou la dernière fois, Willy Bouli. On a Ndika et Willy Bouli. Voilà, Willy Bouli qui tombe donc dans la charnière centrale. Et puis à côté, on a Wilfried Sengo, qui pour moi reste vraiment le meilleur à ce niveau-là aujourd'hui dans la sélection nationale. Et puis on a à côté Ghislain Conan, l'inamovible Ghislain Conan, qui pour moi reste l'un des meilleurs, sinon le meilleur latéral pour moi aujourd'hui dans cette CAN-là. C'est le meilleur latéral gauche. Hein. Donc on a une bonne défense. Moi, pour moi, c'est vraiment ce qu'on pouvait mettre. Au milieu de terrain, bien évidemment, on a ce qu'il faut. On a reconduit un peu le milieu de terrain de face au Mali, c'est-à-dire composé de Jean-Michel Seri, de Seko Fofana et puis de l'ami Kessier. Et puis en attaque, on a voulu tout de suite, comme je l'ai dit, et ça épouse la philosophie de Faye MS. Ne pas subir, mais imposer attaquer, tout de suite voilà, son jeu. Et donc on fait rentrer Simon Adingra, qui est le créateur. Qui commence le match. Voilà, et puis Haller, parce que justement on a vu que plus on a Haller dans le match,
plus les défenses adverses ont du mal à pouvoir monter. Et ça, on a vraiment besoin de retenir ces défenses adverses, ne pas leur permettre d'aller en contre-offensive. Donc tout ça, pour moi, on a un 11 qui en réalité devrait pouvoir nous apporter satisfaction déjà dès la première mi-temps. Alors, les chers amis, lors du match contre le Mali, on a vu que la défense était un peu fébrile, d'où le carton rouge de Cossonnou. Il va falloir, pour ce match-là, est-ce que vous pensez qu'il va falloir que la défense se calme, soit sereine, quel que soit ce qui va se passer, et fasse en sorte qu'on puisse ne pas surtout prendre de carton, en tout cas à la porte de la finale, Gérard? Bon, écoutez, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les lignes, en tout cas dans le foot, sont interconnectées. Voilà, il y a une défense, il y a un milieu et il y a une attaque. Donc déjà, quand on te pointe un Sébastien Haller, qui est un danger permanent pour les défenses, ça sera déjà, c'est-à-dire qu'il va contenir déjà les relances de balles de la part de nos amis congolais. Donc, si il ne le contenait pas, il y a aussi un milieu qui est hyper important, un milieu qui est assez fort. N'oublions pas, on a Seko Fofana aussi qui est là, qui est un peu en 9,5, qui est là juste avant ce milieu-là. Donc c'est pour dire que c'est une défense aussi qui est, somme toute, très expérimentée. Voilà. On a du Ndika, on a du Ghislain Conan, c'est des personnes normalement... Cossonnou, la dernière fois, je crois qu'il a été... je crois que l'émotion était un tout petit peu trop forte. Je pense que l'enjeu l'a crispé. L'enjeu l'a un peu crispé. Il ne s'est pas vraiment libéré comme il devait se libérer. Donc il y a de quoi, en tout cas, pour contenir les léopards. Alors, messieurs, pronostic, Gérard? Disons, moi je crois que la Côte d'Ivoire gagnera 3-1. 3-1. Bon, je terminerai par le prophète. Marius? Je voudrais bien croire à Gérard, mais voilà. Je vais opter plutôt pour le même score que celui que nous avons obtenu avec le Mali. 2-1. Pour vous, on n'ira pas jusqu'aux prolongations? Je ne le crois pas. Prophète, est-ce qu'on ira jusqu'aux prolongations? Non, je maintiens les 3 buts de Gérard, mais seulement que j'enlève le but du Congo. Voilà, il n'y aura aucun but. Il n'y aura aucun but. De la part du Congo. Donc le prophète a fermé les filets congolais. Alors messieurs, quand même, essayons de nous intéresser à la conférence de presse. La conférence de presse, évidemment, là, Fayet a donc essayé d'aller dans le sens d'Élysée, où Élysée a corroboré les propos de Fayet, on pose le jeu en avant. Comment est-ce que vous sentez le coach congolais? Comment est-ce que vous le sentez, Élysée Boloubeu? Des sabres, le coach congolais, c'est des sabres. Qui nous connaît très bien. Qui a officié pendant de longues années quand même à la SEC d'Abidjan. C'est un très bon technicien. C'est quelqu'un qui, même quand vous regardez, quand il était à la SEC, c'est quelqu'un qui privilégie le collectif à l'individuel. Et on le sent dans la sélection congolaise. On voit une équipe qui apparemment est très homogène. C'est vrai que quand on vous dit, sans même vous coller de visage, les noms de ces joueurs-là qui composent la sélection congolaise, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais quand vous regardez la production sur le terrain, vous vous rendez compte effectivement que c'est un collectif quand même qui est fort. Et Dessab, c'est un fin technicien. Je sais qu'il a pris la peine justement d'étudier notre équipe, de certainement voir un peu là où on peut avoir des maillons faibles, et il va certainement vouloir en profiter. Mais il a en face de lui un jeune Fayet qui veut désormais écrire, voilà, je dirais, les lettres de noblesse de sa carrière d'entraîneur. Il a commencé dans des circonstances imprévues, mais souvent les très belles histoires commencent comme ça. Voilà, donc je pense qu'il saura aussi lui apporter la réplique. En tout cas, je m'attends à un match qui sera plaisant en termes de contrôle et de jeu, et ça, c'est déjà une bonne chose. Justement, alors, la prolongation côté Congo Non, Nigeria, Afrique du Sud continue. Oui, d'accord. On est toujours à 1-1. Alors, Marius, comment essayons d'observer un peu le caractère ou le charisme de Fayet Mers. Dès qu'il prend l'équipe, il attend 3 jours après pour savoir s'il reste dans le tombeau ou pas, s'il ressuscite. Et puis, la victoire arrive, il en sort. Est-ce que vous pensez que son mindset ou son charisme a évolué au fur et à mesure des victoires? Qu'est-ce qui a changé chez lui? Si quelque chose a changé en tout cas. Vous savez, quand vous avez joué en équipe espoir, en équipe nationale espoir de France, de football, c'est dit que vous n'êtes pas n'importe qui. Et vous avez remporté même la Coupe du Monde. Et quand vous avez encore remporté la Coupe du Monde avec l'équipe espoir de football de la France, vous n'êtes pas encore n'importe qui. Fayet Mers l'a accompli. Et à 5 reprises, il a joué quand même en équipe nationale espoir avant d'opter maintenant pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, une fois atteint l'âge senior. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est un compétiteur.
et qui parle à des compétiteurs. C'est un joueur qui a joué au haut niveau du football international, qui s'adresse à d'autres joueurs qui aujourd'hui évoluent à un haut niveau du football international. Et donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude des grandes compétitions. Il sait comment gagner un match. Il a écouté une multitude de discours d'entraîneurs qui l'ont lui-même encadré. Et aujourd'hui, il donne à ses jeunes frères, au moins jeunes que lui, qui constituent donc le statut de l'équipe nationale, les mêmes choses qu'il a appris avec tous ces grands entraîneurs. Et donc, je pense que de plus en plus, en dehors même de Faye et Mers, l'exemple est donné au Sénégal. L'exemple vient de nous être donné en Égypte avec Oussam Hassan, qui devient désormais l'entraîneur de l'équipe nationale de football égyptienne. Mais au-delà de tout cet aspect, il faut que nos États comprennent que loin d'aller chercher une expertise extérieure, j'allais dire le Messie à l'extérieur, il est de plus en plus intéressant de confier la destinée de nos équipes nationales à des locaux. Et Faye et Mers, à moins de quelques temps de gestion d'un groupe qu'il a sous son contrôle, est en train de faire donc déjouer tous les pronostics qui donnaient toujours la faveur à l'étranger. Faye et Mers est en train de terminer une histoire que Zawi avait commencée. Bah voilà. Bon, enfin, vous êtes un peu taquine, ma chère Christelle, là-dessus. Voilà, je crois que dans la conférence d'avant-match de Faye et Mers, il y a des séquences, il y en a beaucoup de séquences qui m'ont particulièrement parlé, qui ont été, à mon sens, très éloquentes. Mais il y a cette séquence-là. Il dit, tiens, en tant que joueur, moi, je n'ai pas pu remporter... Il a arrêté sa carrière à 27 ans, si je ne m'abuse. Justement, parce qu'il avait eu des soucis de phlébite. Voilà, il dit, tiens, je n'ai pas pu remporter la Coupe d'Afrique, mais je peux vous garantir que là, avec les garçons, attention, je vais leur donner tout ce qu'il faut, tous les moyens seront mis à leur disposition pour qu'ils puissent mouiller le maillot. Ça veut dire beaucoup de choses. Quand il dit mouiller le maillot, ça veut dire c'est au bout, du bout, voilà. jusqu'au bout. Pour que la victoire, en tout cas, puisse nous revenir. Imaginez-vous, nous sommes au soir du dimanche 11 février, il est exactement 22h30. Là, on se projette. Là. Oui, déjà, ça, j'essaie de me projeter. Projection. Il est 22h30 et la Côte d'Ivoire remporte pour la troisième fois de son histoire un trophée. Ne me faites pas crier là avant le temps. Imaginez-vous ce que ça va être en fait. Parce que la première CAN, on la remporte avec un entraîneur local, en l'occurrence Yeo Martial. La deuxième, on la remporte avec Hervé Renard, un expatrié. Et la troisième, figurez-vous, si on la remportait, mon cher Élisée, Monsieur Como et Christelle, avec Faye et Mers, un entraîneur local, voilà. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? On demandera juste à Christelle de changer et d'actualiser son maillot le lundi. Parce que là, elle est encore dans les 2 étoiles. Dès lundi, il faut Dès lundi, on va faire les 3 étoiles. Mais j'aime cette projection que vous venez de faire. Et je ne sais pas, et tous les Ivoiriens l'aiment. Et je sais qu'en ce moment, il ne nous reste pas assez de temps justement pour commencer à Bimpe. Mais les amis, la RDC... selon les informations qui nous parviennent, jouera avec un brassard, un dossard noir. Tout à fait. Pour, en signe de solidarité, justement, à tous ces combats qui font rage dans l'Est de la RDC. Est-ce que, justement, cela peut avoir un impact psychologique de dédoublement de force pour, on ne souhaite pas nous, mais faire quelque chose dans cette rencontre-là, Marius? Oh, nous l'avons connu en 2005 avec la Zambie. De Didier Drogba. On se souvient de l'appel de Khartoum, de Didier Drogba appelant la Côte d'Ivoire à la paix. Bon, je pense que c'est la suite logique. Et une telle tribune internationale permet aux joueurs de la RDC d'en appeler à la communauté internationale, de regarder. En fait, l'objectif, c'est ça. Attirer l'attention, jeter les projecteurs sur ce qui se passe dans le pays. Et je pense que Mbemba Chancel a trouvé le juste milieu et la bonne opportunité, la bonne occasion pour lancer cet appel à la paix dans leur pays. Et c'est à justice. Mais de là à dire que cela va permettre de dédoubler leurs forces au point de gagner une équipe de revenants comme celle des éléphants, ce n'est pas évident parce qu'un éléphant revenant de l'ombre de la mort, il est difficile encore d'être effrayé par des humains. Élisée Boloubeu, alors quand on regarde un peu le parcours de ces éléphants-là, il y a quand même une certaine symbolique, Élisée. Nous croyons éliminés, il faut 3 matchs
pour déterminer si nous le sommes véritablement ou pas. Au troisième match, on le découvre. Au premier jour de ces matchs qui devraient nous sauver, on ne voit rien. Au second jour également, c'est toujours le noir du tombeau. Et le troisième jour, arrive la délivrance. Ensuite, il faut attendre les pénaltys pour avoir ce quart de finale. Il faut aussi aller souffrir pour avoir cette victoire dans les demi-finales de ce match historique contre le Mali. Comment est-ce que vous jugez, vous, en tant que contemporain, le parcours de cette équipe ivoirienne? Quand je regarde le parcours des éléphants, je vais peut-être l'assimiler à une petite anecdote. Hein. C'est comme cet élève-là du secondaire, peut-être qui passe le BEPC, et qui, durant toute l'année scolaire, avec son destin en main, n'a pas pu étudier comme il se devait. Et donc, l'année finit sans qu'il n'ait obtenu la moyenne, mais il a la possibilité d'avoir le BEPC s'il travaille bien. Et donc, il décide à qui on offre des cours de renforcement et qui décide donc de prendre ces cours de renforcement au sérieux et qui, au terme, obtient le BEPC. Voici l'image que moi je vois de la Côte d'Ivoire. À un moment, c'est vrai, on n'avait pas notre destin en main. Parce que là, on avait pratiquement confié notre destin à quelqu'un d'autre. Et comme Dieu, sachant le prophète Élisée que pour la Côte d'Ivoire, on va l'écouter. On ne pouvait pas sortir de cette compétition comme ça, nous remet dans la compétition. Et les Ivoiriens qui savent qu'ils ne peuvent pas avoir une deuxième chance comme ça, décident donc de prendre le destin en main. C'est vrai on était partis pour ne pas nous-mêmes vivre la CAN qu'on a organisée. Dieu nous ramène dans la course. Il faut à un certain moment que nous aussi on prenne notre destin en main. Et les enfants ont pris leur destin en main. Et aujourd'hui, ils sont en train de se battre comme de véritables guerriers. Et ça, c'est une très bonne chose. Et j'ai dit la dernière fois sur le plateau, et ça, je le répète encore à nouveau. Je pense que à partir de Yamoussoukro, quelque chose s'est passé dans cette sélection et même dans la vie et dans l'histoire du football ivoirien. Et justement, en parlant de la vie, on va s'arrêter là. Dans la vie de chaque Ivoirien maintenant, hormis le football, qu'est-ce que l'Ivoirien devrait pouvoir retenir de cette leçon que nous a donnée les Pachydermes? Ce qu'on a vu avec les éléphants, c'est quoi? C'est déjà la résilience. Ne jamais baisser les bras. Dès l'instant qu'il y a une infime lueur d'espoir à laquelle on peut s'accrocher, il faut s'y accrocher. Il faut se donner les moyens parce qu'au bout de cette infime lueur-là peut jaillir une très grande flamme. Et ça, aujourd'hui, c'est la leçon qu'on retient du parcours des éléphants. Ça va au-delà du sport. Et ça change même nos mentalités en tant qu'Ivoiriens. Et aussi, une des choses qu'il ne faut pas perdre de vue, au-delà de ça, c'est le travail. C'est par le travail qu'on obtient des résultats. Le courage, l'abnégation. Voilà, si vous ne travaillez pas, vous ne travaillez pas. Même si vous avez des talents, si vous avez les meilleurs joueurs de la planète, que vous ne travaillez pas, vous n'obtiendrez pas de résultats. La preuve, on l'a vu à la première phase. On avait tous ces talents, mais on a été battu 4-0 par la Guinée équatoriale. Mais quand les enfants ont pris la résolution de travailler, on voit les résultats aujourd'hui. Très bien. On a vu un peu les entraînements des uns et des autres, on a vu l'intensité, la détermination. Et ça, c'est quelque chose qui doit servir de socle à chaque citoyen, à chaque Ivoirien, pour cette nation. Merci, Élisée. Et Marius, rapidement, les leçons à retenir déjà du parcours des éléphants pour chaque Ivoirien. Élisée Boloubé a parlé de résilience. Est-ce que vous avez des choses à ajouter rapidement? Oui, mais il l'a dit, au-delà de la résilience, les Ivoiriens, au niveau du football, on fait montre d'une témérité à l'une autre pareille. Et c'est ce qui d'ailleurs nous a enseigné par nos décideurs. La nation ivoirienne doit se montrer très téméraire, mais au-delà de cette témérité, la solidarité en toute épreuve devra accompagner l'ensemble de nos initiatives, tant au niveau local, régional qu'au niveau national. Et donc, chaque Ivoirien désormais doit comprendre que la solidarité doit être la chose la mieux partagée. L'engagement, le courage, la témérité, vraiment tout ce qui concourt à l'unité nationale, tout ce qui concourt à l'instauration d'un vrai État, d'un État solidaire, d'un État engagé pour la préservation de ses acquis. Tirer les leçons du passé, même dans la douleur, faire son mea culpa, son checkpoint, vérifier, et puis ne jamais abandonner. Pas du tout. Pas du tout. Déjà, la Côte d'Ivoire a amorcé, bon, je crois, le processus de la guérison dès lors qu'il est relancé dans les huitièmes de finale. Voilà, déjà la guérison avait commencé parce que ce qu'on craignait, n'oublions pas, en 1984, il faut bien revenir à l'histoire, lorsque la Côte d'Ivoire organisait pour la toute première fois la CAN sur son territoire, ça a été une débâcle pas possible en fait. On s'est retrouvé sortis dès le premier tour, où Fauboigny avait dit, tiens, ce sont encore des éléphantos, ils deviendront très certainement des éléphants. Voilà. Donc quand on organise la CAN 2023 là, et qu'on est quasiment à quelques bribes éliminées, on se dit, attends, franchement, cette malédiction, est-ce qu'elle va perdurer? Voilà. Dieu merci, on est relancé,
on est en huitième de finale. Ça, c'est déjà le début d'une guérison amorcée, quoi. Très bien. Messieurs, on retient donc que chaque Ivoirien devra toujours aller au charbon, ne jamais se décourager, quel que soit tout ce qui se passe, les échecs et tout ça. Ne jamais se décourager, allons-y. Et nous allons y aller pour parler maintenant avec vous, les amis, du Festival des régions avec Madame Tonga, Dadidza qui est là. Bonsoir, très cher. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Gérard, je vous prie d'être... voilà, c'est très gentil à vous. Merci, je suis galant. Oui, le mot est lâché, vous êtes galant. Bonsoir, Madame Tonga. Vous initiez le Festival des régions à l'occasion, donc, pendant cette CAN. Oui. Pourquoi initier un tel programme? Je vous remercie de me recevoir sur votre plateau. Le Festival des régions est une tribune dédiée à la promotion touristique de notre pays, à la promotion touristique, mais aussi culturelle de notre pays. Et pourquoi nous avons choisi la CAN? Parce que nous savons qu'en ce moment, nous avons des étrangers et tous les projecteurs sont sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une occasion, c'est une aubaine pour nous de valoriser nos régions. Et dire qu'en Côte d'Ivoire, on a tout ce qu'il faut pour faire la promotion du tourisme ivoirien. Élisée, vos questions? Oui, moi, je suis bien intéressé. Hein. C'est vrai, elle a expliqué un peu les raisons qui ont milité à cette organisation. Mais qui est-ce que vous attendez concrètement? Parce qu'en réalité, c'est vrai, des gens sont là pour la CAN, ils sont concentrés sur le foot. Vous voulez aussi profiter pour montrer la culture ivoirienne. Mais qu'est-ce qui est fait pour que cet objectif soit atteint en réalité? Parce que les gens, ils ont dans leur esprit d'aller au stade. Comment on les ramène du stade à un festival de région pour les intéresser? Justement, c'est pour ça qu'on a choisi le vendredi. Parce que le vendredi matin, il n'y a pas de match. Donc, on s'est dit qu'au lieu de tourner comme ça, c'est mieux de venir à cette cérémonie et pouvoir aussi célébrer avant la fin de la CAN. Donc, ça sera ce vendredi 9 à 9h30 au sein de la mairie, à l'espace Ambac d'Abobo. Très bien. Alors, juste une pause. Les prolongations sont terminées pour le match Nigeria-Afrique du Sud. C'est la session maintenant, messieurs. Des fameux tirs au but. Le prophète Élisée. Comme disent les enfants, penalty pour le Nigeria et l'Afrique du Sud, c'est à suivre. On continue à parler du Festival des régions. Ce sera donc à Bobo le vendredi. Oui. Gérard, question? Alors, moi, je voudrais savoir, c'est vrai que la Côte d'Ivoire, on est quoi, 31, 32 régions globalement? 31 régions. 31 voilà, 31 régions. Quelle sera la particularité quand vous dites Festival des régions, c'est quoi? On aura droit à voir quoi de ces régions-là? Oui, on aura droit à un défilé des régions, c'est-à-dire chaque région va faire un défilé pour présenter un peu de façon culturelle, costumière, comment on porte les vêtements dans sa région, quels sont les mets qu'on peut avoir dans les régions, aussi montrer tous les atouts touristiques de chaque région. Donc, c'est ce qui va avoir lieu. Mais on a aussi invité la CEDEAO. La CEDEAO aussi sera présente parce qu'elle va valoriser aussi les régions des pays membres de la CEDEAO. Et puis, on a aussi invité l'ambassade du Portugal parce qu'au niveau du Portugal aussi, ils ont une tradition qu'on ne connaît pas forcément. Et notre pays ami et frère, le Maroc, sera là. L'ambassadeur sera là. Et on veut aussi découvrir les régions, avoir le modèle touristique du Maroc. Vous savez que le Maroc, aujourd'hui, l'économie du Maroc est fortement basée sur le tourisme. Donc, on veut aussi apprendre auprès du Maroc et profiter aussi pour les célébrer parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à eux, par eux, qu'on a été ressuscité. Bien sûr. Alors, Marius, comment est question? Ah oui, belle initiative que d'organiser un festival des régions, faire la promotion de nos cultures, de nos mets, de tout ce qui valorise nos différentes régions. Vous avez tout notre soutien, félicitations. Merci. Seulement, la question principale qui se dégage tout de suite dans notre esprit, c'est l'implication des conseils régionaux dans cette initiative, l'implication des municipalités dans cette entreprise, et puis comment les populations déjà comment identifier les sites pour pouvoir abriter ces lieux où s'exprimeront en dehors d'Abobo. Est-ce qu'on va l'étendre sur l'ensemble donc oui, bien évidemment. La première édition a eu lieu dans le sud Comoué, chez le président Akaoulé. Exactement, le président du Conseil économique et social. Qui est aussi le président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Voilà, donc cette année, on le fait dans le district d'Abidjan.
C'est pour ça qu'on va à Bobo. Et l'année prochaine, on ira dans une autre région. Ça peut être la Bagoué, dans le Folon, dans le Poro. Donc, tous ces conseillers-là, ces présidents des conseillers régionaux seront là parce que c'est sous l'appui institutionnel de l'AEDCI et sous le haut patronage, bien sûr, du président Akaoulé. Et le parrain qui est le ministre du Tourisme, bien évidemment. Et puis, nos invités. Voilà. Alors, pour ceux qui nous suivent de l'extérieur, quand on dit ARDCI, c'est donc l'Association des régions et districts. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Élisée, vous aviez une question. Oui, moi, je voudrais aller dans le sens des retombées pour les régions. Parce que c'est vrai qu'on va montrer à ceux qui nous visitent nos régions, mais quelles sont les retombées attendues éventuellement? Parce que je pense que l'un des objectifs, c'est d'amener quand même ces régions-là à recevoir quelque chose au sorti de ce festival-là. Justement, déjà on permet aux régions de se connaître et on permet aussi aux présidents des conseils régionaux de faire connaître les actions qu'ils ont menées dans leur région. C'est généralement assimilé à d'autres personnes. Donc on leur donne cette tribune-là pour faire connaître les sites et puis et ensuite, on leur permet aussi des potentialités géographiques, aussi culturelles, même au niveau, justement. Et ensuite de cela, on leur permet aussi de faire de la coopération internationale, raison pour laquelle nous invitons ces ambassades-là, parce que nous avons des contacts à l'international et pour permettre aussi la coopération entre les régions, des jumelages, tout ça, parce que nous avons une culture très riche, très riche au niveau de la Côte d'Ivoire. Très bien. Est-ce que vous avez un appel à lancer tant aux populations d'Abobo et aux populations vivant en Côte d'Ivoire à la faveur de cette canne-là? Justement, on invite toutes les populations de la Côte d'Ivoire, parce que déjà même les Ivoiriens ne connaissent pas vraiment leur région et on n'a pas besoin aujourd'hui d'aller ailleurs, d'aller en Tanzanie ou au Kenya parce que tu vas au Maroc. Justement, bien sûr, dans le Nzi River Lodge, on a un très beau site touristique, on a la cascade, le pont des Lianes, vraiment on a la basilique, on a de la Martyre. Donc on invite toutes les populations à venir. Il y aura un bal des régions. On va déguster les mets de chez nous. On n'aura pas des mets européens, on n'aura que des mets de chez nous. Et on va danser au son de nos musiques tradies modernes. Merci beaucoup, Madame Tonga, d'être venue nous présenter le Festival des régions. C'est le vendredi 9 à partir de 9h à l'espace Ambak de la mairie d'Abobo. Je voudrais signifier que Madame la présidente du Sénat, qui est maire de la commune d'Abobo, sera là. C'est elle qui reçoit. Très bien. Donc elle sera là. Donc rendez-vous le vendredi avec elle. Chacun dans la tenue traditionnelle de sa région. Merci beaucoup. On se retrouve ici, évidemment, pour la deuxième partie de ce temps d'antenne. À tout à l'heure. On imagine la joie à Lagos, à Abuja, à Imo State, dans tous les États du Nigeria, parce qu'ils sont en finale. Voilà, les coéquipiers d'Osimhen ont abandonné l'Afrique du Sud sur le bord de la demi-finale et attendent simplement qui de la Côte d'Ivoire et de la RDC les rejoindra pour cette grande finale de la Côte d'Ivoire, la CAN de l'hospitalité, la plus belle CAN jamais organisée en Côte d'Ivoire. Messieurs, avant d'attendre le début de notre match à nous, où on va gagner forcément. Essayons de parler un peu sensibilisation. Il y a une histoire triste donc, qui est arrivée du côté d'Abata. On essaie d'en parler parce qu'on sait qu'après, pour la victoire, il va falloir se contenir. Il y a des gens qui ne se maîtrisent pas. C'est ça. On en parle. Vous le savez, il y a eu donc cet accident de mortel qui a pris la vie de 5 personnes. Et c'est un jeune qui est âgé de 22 ans, un étudiant, qui, sans permis, a pris la voiture de ses parents et a donc pris la vie de 5 personnes, dont une femme enceinte. Réaction, Élisée Boloube. Oui, ben, c'est une bien triste histoire. Et je pense que c'est le lieu encore d'interpeller les uns et les autres sur la nécessité de faire preuve de beaucoup de responsabilité. Je pense que la joie et la tristesse sont deux événements diamétralement opposés. Et vous ne pouvez pas dire que parce que vous êtes en joie et causer la mort à d'autres personnes qui, elles aussi, voulaient exprimer leur joie. Donc là aussi, il y a nécessité quand même qu'on appelle encore au sens de la responsabilité, aussi bien de ceux-là qui sont au volant, mais également des parents. Parce que cet enfant de 22 ans, il a pris la voiture, c'est parce qu'il a l'habitude justement de prendre la voiture qu'il a pris la voiture, qu'il a eu cette possibilité-là d'être sur les chemins. Donc à un moment donné aussi, il faut que les parents quand même soient plus rigoureux, qu'ils ne laissent pas les enfants prendre le volant, ils n'ont même pas de permis, il n'a même pas de permis en plus. Donc ça aussi, c'est une responsabilité que je pense qui doit être partagée. Il faut que les parents comprennent que c'est pour justement éviter ce genre de situation qu'on leur dit, c'est pas parce qu'on n'a pas l'amour des enfants, mais qu'on leur dit d'être beaucoup plus rigoureux vis-à-vis des enfants. C'est quand même important. Là, c'est 5 vies perdues.
qu'on ne peut pas ramener, justement parce que quelqu'un a voulu à un moment donné enfreindre toutes les lois, certainement aussi au vu de ses parents, et voilà ce que ça a donné comme résultat. C'est dommage, et c'est le lieu vraiment d'interpeller les uns et les autres sur beaucoup plus de sens de responsabilité, et aussi aux forces de police d'être beaucoup plus rigides et rigoureux en termes de sanctions contre ces genres de situations. Mais en même temps, Élisée, on ne peut pas automatiquement déterminer que j'étais au vu au-dessus des parents. Il peut peut-être l'avoir fait sans que les parents ne soient informés. Mais dans tous les cas, ce jeune-là vient de briser sa vie et d'attrister, je ne dirais pas éternellement, mais pour longtemps, ses parents. Marius Komoué. Non seulement ses parents, mais également les familles endeuillées. Exactement. C'est toute la Côte d'Ivoire que ce jeune homme a plongé dans un deuil de célébration d'une qualification des éléphants qui devrait se faire plutôt avec des joies mesurées. Parce que dans l'euphorie, prendre un véhicule, rentrer dans une foule, endeuiller des familles, c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, c'est à juste titre que le directeur général de la santé était sur ce même plateau pour alerter l'opinion publique sur la nécessité de veiller à une meilleure célébration des victoires des éléphants sans forcément engendrer des morts d'hommes, des pertes en vie humaine. Et c'est encore le lieu pour nous, en tant que leader d'organisation de la société civile dans ce pays, de demander donc aux populations ivoiriennes, quelle que soit l'issue de cette rencontre, qu'elle soit favorable aux éléphants et donc à la Côte d'Ivoire ou défavorable à notre équipe nationale, eh bien, qu'on sache contenir nos pulsions, qu'on célèbre soit la victoire, soit la défaite, dans la dignité, dans l'honneur, sans endeuiller le peuple de Côte d'Ivoire, sans créer des pertes en vie humaine. Et ça, c'est important de le dire et d'insister là-dessus. Merci beaucoup, Marius. Gérard Tallman. Écoutez, c'est vraiment extrêmement déplorable. Moi, j'aurais vraiment voulu que ça ne soit qu'une rumeur. Parce que c'est vrai qu'on en a entendu parler, j'en ai entendu parler. Je me suis dit, bon, écoute, les gens, ils aiment tellement à raconter que ça, certainement, c'est une autre rumeur qu'ils font enfler juste pour faire parler. Mais non, c'était avéré, la perte en vies humaines. Je me souviens que ce même jour, moi, je ne suis pas loin, en tout cas, du quartier Abata où l'accident a eu lieu. Il y avait quelques énergumènes bien alcoolisés qui passaient devant chez moi à l'intérieur du quartier. C'était même pas sur la grande voie, mais qui roulaient à une vitesse exponentielle complètement, tu vois. Cela pour dire que, franchement, messieurs, il faut savoir raison garder. C'est vrai, c'est la joie, on laisse exploser sa joie, mais il faut savoir raison garder. Parce que là, comme on le dit, c'est un voyage de non-retour pour ces personnes qui sont parties. Ce n'est pas des objets qu'on peut remplacer, ce n'est pas des biens, quoi. C'est des vies humaines qui sont comme ça parties parce que, voilà, on veut célébrer, au-delà de la raison. Très bien. Alors, nous avons été rejoints en studio par Pape Touré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste peintre et avec vous, évidemment, photographe. Et avec vous, on parle évidemment de photographie et de tout ce qui est lié à l'art. Mais est-ce que vous avez des choses, comment est-ce que vous réagissez justement à ce dont on vient de parler pour une qualification, une joie trop mal célébrée, on a 5 mois? Moi, je pense que c'est un peu dû à l'euphorie exacerbée. Et moi, dans ce genre d'événement, je pense surtout aux victimes et à la famille des victimes. Tout ce qui compte pour moi, c'est vraiment soulager la douleur des parents et des familles des victimes en priorité. Moi, c'est ce que je priorise. Et après, dans un second plan, c'est vraiment faire attention quand il y a une joie, de la canaliser quand même, parce qu'il peut arriver des accidents dans lesquels ça brise plein de familles et c'est un point de non-retour. Très bien. Voilà. Et pour rajouter un peu de sucre à tout ce que nous sommes en train de dire, on va vous présenter juste une vidéo pour dire attention, célébrer, mais il faut célébrer dans la raison. Dans la raison. La mesure, et pour cette vidéo-là, je voudrais dire âme sensible, s'abstenir. Regardez. Voilà. Alors, on l'a dit, hein. Âme sensible, s'abstenir, et ça peut arriver. Donc, il est mieux peut-être de célébrer chez soi, calmement. Oui, bien Mais sûr. si vous êtes dans les rues, s'il vous plaît, évitez
tout ce qui est... Enfin, évitez les abords, ne buvez pas. Si vous savez que c'est un peu méché, ne conduisez pas. Tiens. Parce qu'après la CAN, il faut bien vivre. Il faut même rappeler, même encore une fois, au-delà même des véhicules, on constate également la célébration de nos victoires par des jeunes Ivoiriens sur des motos dans nos différents quartiers et qui rentrent dans des foules, qui endeuillent des familles. Et cela, dans l'ignorance totale, souvent, c'est des morts engendrées qui ne sont pas répertoriés, qui passent comme ça. Le directeur général de la santé. Il en a parlé, bien entendu, hier. Il faut arrêter de prendre des motos et de faire des rodéos dans les communes. Et ce n'est pas le lieu. Je pense que notre police nationale doit être à même de canaliser la pulsion des populations en jouant un rôle de dissuasion par leur présence sur le terrain à tous les points de nos différents carrefours, surtout les commissariats de police, les agents de police dans ces différents commissariats doivent être déployés pour nous éviter tout ce que nous constatons. En tout cas, nous prions Dieu qu'aujourd'hui, on n'ait pas à déplorer de pertes en vies humaines et on veut revenir à ces familles qui ont perdu donc des êtres chers, toutes nos condoléances les plus attristées. Et pour les prochains matchs, en tout cas, la Côte d'Ivoire ne mérite pas de vivre cela. On peut célébrer, mais en gardant sa paix parce que la CAN passera et le pays devra encore compter sur nous. Nous recevons, je le disais, Paps Touré. Vous êtes photographe, ivoirien, d'origine ivoirienne, vous habitez à Paris. Oui. Et justement, vous êtes en train de poser à Bassam, dans les rues, un vernissage à ciel ouvert, on va dire. Absolument. Des messages positifs. Et vous dites, attention, l'Europe n'est pas seulement ce paradis à l'attention des jeunes surtout. Oui, l'Europe ou la France ou l'Occident, ce n'est pas seulement le paradis. Il y a des difficultés là-bas. Il y a des quartiers précaires, il y a des SDF, des sans domicile fixe, des gens qui n'ont pas à manger. Pourquoi une telle sensibilisation, Pape Touré? Moi, ça m'est venu comme ça, c'est que je suis sensible à ce genre de choses parce que j'ai grandi dans une famille ivoirienne où on n'avait pas forcément les moyens ou tout ce qu'il fallait, malgré qu'on habitait à Paris. C'est-à-dire que j'ai une misère qui est dans les rues de Paris, c'est que les gens, quand nous on venait ici en Côte d'Ivoire, mes parents vivent à Bobo, ils pensaient que nous, là-bas, on était forcément bien, mais on est dans le même cas qu'eux, mais dans un pays différent. Pour leur montrer qu'il n'y a pas, c'est pas parce que tu es à Paris en France que tu es forcément au-dessus des autres. Quoi. Et je pense que chacun dans son pays, on a une richesse qui a développé. Il faut aussi montrer aux gens que Paris, ce n'est pas que la Tour Eiffel ou les Champs-Élysées. Il y a des quartiers pires que certains quartiers d'Abidjan. Mais ça, peu de gens le savent et peu de gens le voient. À l'image de Barbès, par exemple. Voilà, à l'image de Barbès, les 92e. Il y a énormément... Marius, comment vous permettez? Ah non, parce que... Je comprends. Oui, parce que c'est tellement énervant de voir les Ivoiriens se ruer dans les pays. Et pourtant, la pauvreté est partout. Marius, permettez que je développe, je vous en prie. C'est vrai. Alors, c'est vrai que d'ici, quand on regarde l'Occident, on se dit... Ils sont bien, on veut partir, allons à Paris, comme ce titre-là, allons à Paris, et on est prêt à traverser le désert. Et vous vous êtes dit, il faut attirer l'attention. Absolument. Est-ce que votre message passe quand vous revenez sur Abidjan, vous repartez à Bobo, vous allez peut-être dans les quartiers? Est-ce qu'on vous entend quand vous dites chez nous, à Paris, il y a aussi la pauvreté? Mentir. Mais moi, rien que le fait de le dire, de le véhiculer, c'est montrer déjà une première pierre à l'édifice. Et dans le sens que moi, je leur dis que moi, je veux revenir au pays. J'ai grandi, je suis né à Paris, j'ai grandi là-bas, mais moi, mon but, c'est de revenir en Côte d'Ivoire pour monter des projets en Côte d'Ivoire. Et si jamais ces jeunes voient que les jeunes Parisiens qui sont nés à Paris veulent rentrer au pays, ils vont se dire, mais lui, il a grandi à Paris, il y a tout là-bas, mais pourquoi il revient chez moi? Pourquoi il revient ici? C'est ça le message que je veux faire passer, c'est qu'il y a un moment, il faut que la diaspora aussi revienne un peu au pays pour apporter le savoir qu'on a appris nous là-bas, pour le montrer ici, montrer aux jeunes aussi. Votre responsabilité d'information. Oui, c'est notre rôle, c'est notre rôle. Très bien. Marius, comment allez-y, je vous en prie. Non, mais pour nous qui parcourons les communes de Paris, pour ne pas dire les départements de Paris, on sait bien que la pauvreté est très souvent accentuée dans certains arrondissements. Bien sûr. Et je citais tantôt Montreuil, on connaît le 92e, on connaît Barbès. À Barbès, vous avez l'impression d'être à Djamé. Et même à Djamé est 1000 fois même mieux que Barbès. Donc il faut faire beaucoup attention. Paris, ce n'est pas vraiment un pays de cocaïne où tout roule. Même les Européens eux-mêmes, les Français eux-mêmes croulent sous le poids de la misère. Ils vivent, certains parmi eux, des Français de sang, de pur sang, vivent comme des clochards, et même des clochards dans leur propre pays. C'est ça la réalité. Et donc, il ne faut pas penser qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, qui peut mourir de faim?
On a 200 francs, on mange du garba, on est tranquille, le rapport est différent. Et on ronfle en plus avec beaucoup de bonheur. Donc, il faut bien que... Merci à vous. Merci pour l'initiative. C'est tout ce que nous demandons à notre diaspora. Alors, Élisée Boloubé, est-ce que vous pensez que justement la diaspora ivoirienne a contribué, ou la diaspora africaine en Occident a contribué à ce que cette image de tout va bien, tout est beau à l'Occident, aux Amériques, et a poussé les jeunes justement à dire tout jusqu'au bout du bout, comme disent des journalistes sportifs, quitter l'Afrique et s'expatrier? Bon, je pense qu'il ne faut pas être catégorique dans la réponse. C'est vrai que s'il y a un passé pas très lointain, l'idée qui était ramenée par cette diaspora s'inscrivait dans cette dynamique-là de ce qu'on était dans un horizon, je dirais, paradisiaque. Aujourd'hui, il faut avoir l'honnêteté avec les réseaux sociaux, avec le monde qui devient de plus en plus un village planétaire. La réalité commence à être sûre. Autrement, donc... plus ou moins les uns et les autres savent la réalité du terrain et de plus en plus, ces discours-là ne prospèrent plus trop. C'est vrai que certains continuent toujours d'y croire, mais ça prospère plus Élisée, trop. quand on regarde un peu toutes ces barques qui s'engagent et qui arrivent du côté de Lampedusa, ça vient bien d'un discours. Ces Africains qui se disent que le succès est géographique et qu'ils partent, qui traversent le désert, ils sont motivés par quelque chose, forcément. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est le discours, c'est vrai. Les gens le racontent. On ne peut pas dire que, comme je le dis, le discours ne passe pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire de plus en plus, les gens commencent à comprendre les réalités. Les gens commencent à voir les réalités, à comprendre un certain nombre de choses. Élisée, pour répondre à ta question, on nous dit qu'il y a eu but du Congo, mais but refusé. Ok, d'accord. Je vous ai déjà dit que le Congo ne marquera pas. Okay. Donc, on continue. Voilà, donc, comme je le disais, que c'est là que, pour répondre vraiment à la question sur la responsabilité ou le rôle de la diaspora, je pense que c'est en cela, peut-être, qu'il faut saluer les initiatives comme ceux de PAPS. Oui. Voilà, parce que la diaspora, beaucoup n'en font pas suffisamment. N'en font pas suffisamment pour montrer le réel visage de la réalité de l'Occident. Aujourd'hui, il faut être clair, il faut dire les choses comme telles. L'Europe, l'Occident, il n'y a plus rien à créer là-bas. Tout est déjà fait. Tout est à refaire en Afrique. Ce discours-là, il faut qu'on le tienne aux Africains. Vous partez là-bas, ils n'ont pas besoin de votre expertise, ils ont déjà l'expertise. Aujourd'hui, ce dont ils ont besoin, ceux qui ont besoin de construction et de développement, c'est l'Afrique. C'est chez vous. Donc, vous ne pouvez pas aller quelque part où déjà tout est saturé et ça répond à quelle dynamique, à quelle logique. Donc, ce discours-là, il faut qu'on le serve aussi aux uns aux autres pour que les gens comprennent que l'avenir de l'humanité ne se joue plus en Occident, mais ça se joue sur le continent africain. C'est ça. Et même en Asie. Merci beaucoup, effectivement. Gérard, rapidement, et on va revenir au Ok, très rapidement, en tout cas, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que ceux-là qui partent pour ces migrations, il y a une chose, la plupart du temps, ce sont des jeunes qui disent qu'ils n'ont plus espoir, en tout cas en ce qui est fait localement sur place, surtout dans nos politiques. Et on sait que nos dirigeants aujourd'hui sont en train de prendre toutes les mesures qu'il faut pour que les jeunes puissent s'épanouir ici localement. Ainsi, ça pourra donc éviter qu'on voit toutes ces tragédies-là de traversée qu'on voit. Ce qui semble ne pas être le cas du Sénégal. Dites-moi, par exemple. Non, Marius Como, on ne va pas parler du Sénégal. Hein. Ça, c'est votre responsabilité. Alors, Paps, dites-moi, c'est votre première initiative. Est-ce que vous avez déjà fait des vernissages à ciel ouvert déjà sur Paris? Sur Paris, oui, plusieurs fois, oui. Je connais pour ça. Moi, j'expose en fait dans des galeries. J'ai monté ma propre galerie il y a 4 ans. Bravo. Mais avant ça, je faisais des expositions en plein air. Parce que moi, je veux rendre l'art accessible à tout le monde. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, je n'avais pas de modèle de référent dans l'art. J'avais que des footballeurs ou des chanteurs. Mais moi, les gens m'ont connu parce que je fais de la photo. Ils se demandaient, mais tu fais pas du rap, tu fais pas du foot? Je fais non, moi, je fais de la photo. Donc, c'était un truc un peu atypique. Donc, c'est comme ça que je me suis démarqué. Donc, je collais dans tout Paris des photos, après dans des galeries à l'étranger, à gauche, à droite. Et c'est là qu'est venue ma notoriété, on va dire, entre guillemets, de photographe urbain. Est-ce que, à part la Côte d'Ivoire, vous comptez justement développer, aller visiter d'autres capitales pour rendre votre message un peu plus africain? Je vais répondre en toute honnêteté. Je préfère d'abord faire ma place dans mon pays d'origine, pour mes parents déjà, et après, je penserai aux autres. Aux autres pays. C'est un message, en tout cas, qui s'exporte, ça c'est clair. Bien sûr, bien sûr. Et, oui, Élisée? Voilà. Paps, je pense que vous êtes sans ignorer que tout ce qui concerne là, notamment la peinture, la photographie, ce n'est pas forcément sunotropique, très accessible aux citoyens lambda. C'est quelque chose qui est perçu un peu comme un art élitiste, en fait. Justement. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites justement pour que cet art-là
pour que le citoyen lambda s'approprie cet art et que cela soit démystifié, que ce soit plus perçu comme quelque chose d'élitiste. La question est très intéressante parce que le fait de faire une expo en plein air, c'est que l'art est dehors. Les gens marchent constamment dans les rues de Bassam, donc ils sont confrontés à l'art sans le vouloir. Parce que vous faites la même chose dans une galerie, les gens ne vont pas rentrer dans la galerie, ils vont faire un complexe d'infériorité, ils ne vont pas rentrer. Alors que quand c'est dans la rue comme ça collé, on leur donne les outils. Mais après, il y a un autre problème qui vient, c'est qu'il faut que ces gens-là se rendent compte que c'est un jeune comme eux qui fait cet art-là. Est-ce qu'ils le savent, par exemple? Oui, ils le savent. Moi, à Bassam, ils savent que c'est moi qui ai pris les photos. Ils savent que c'est moi. Donc, ça crée un peu d'évocation. Ils ne sont pas gênés. Ils prennent mon appareil, ils essaient avec mon appareil dans la rue. Donc, il y a un reflet qui se crée. C'est clair. Gérard. En tout cas, Paps, vous tissez bien évidemment votre toile. Vous dites que vous voulez revenir ici au pays pour davantage vulgariser, rendre accessible la photographie. Moi, je voudrais déjà savoir, sur place à Paris, il y a un artiste qu'on appelle JR, par exemple, qui fait de fresques murales et des collages et tout. Qu'est-ce que vous pensez justement de son œuvre? Est-ce que vous vous connaissez? Oui, moi je Est-ce que vous avez des connexions et tout? Oui, on se connaît depuis longtemps, mais quand j'étais à New York pour la première fois, j'étais chez lui dans son studio. Mais lui, c'est différent parce qu'il a gagné un prix Pulitzer, donc il y a des mécènes derrière. Après, vous avez plein de photographes ou d'artistes à Paris qui n'ont pas forcément le coffre d'art, donc on met vraiment notre poche. Tout se fait avec l'amour de l'art. Est-ce que vous pourriez arriver à ce niveau? Oui, bien sûr. Après, c'est une question d'envie, c'est une question d'opportunité, c'est une question surtout d'opportunité, parce qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber. Mais moi, ma requête première, elle est vraiment de revenir au pays, dans mon pays d'origine. Mais en même temps, quand vous revenez dans votre pays d'origine, comment est-ce que les populations et les autorités de Bassam réagissent? In fine, c'est est-ce que vous vous dites, est-ce qu'on vivra, vous arriverez, à part la sensibilisation, est-ce que vous arrivez à vivre de cet art-là? Dans un premier temps, l'art, on ne le fait pas pour en vivre, on en survit, quoi qu'il arrive. Les artistes, on a une vie de bohème. Donc la question, c'est même pas financier, on se nourrit différemment. On se nourrit du regard des gens, on se nourrit de l'appréciation des gens qu'on fait de vous. Et puis moi, je fais ça avec une amie qui s'appelle Laurence Serlaine, qui a une marque de vêtements et qui est styliste. Donc elle est déjà en place ici à Bassam. Je suis venu via son biais et c'est là que je peux vraiment m'implanter dedans. Donc c'est vraiment elle qui m'a fait venir ici. On s'est dit, on va faire quelque chose pour Bassam, pour la Côte d'Ivoire, pour la jeunesse sportive. Donc tout ça pour dire que tout seul, on peut pas arriver à faire des choses, mais ensemble, on fait beaucoup plus de choses et c'est beaucoup plus cohérent dans la démarche. C'est là que la question de Christelle devient intéressante. Est-ce que cet art qui, moi, je pense, contribue à sensibiliser les populations et donc apporte un plus à la jeunesse, est-ce que vous êtes accompagné par les collectivités? C'est important aussi qu'on le sache. Exactement. Les collectivités, c'est trop dur, c'est trop chronophage, il y a trop d'autorisations, de restrictions, de procédures, c'est trop long. Mais ici, comme à Paris, après, on veut coller dans la rue, il faut demander une autorisation. Donc moi, je ne demande rien, je colle. Et puis voilà, une fois que ça marche, ils disent oui, on a aidé le monsieur Touré à faire un truc. Alors qu'au début, non, tu fais tout seul. C'est dès que les gens voient que tu fais ton petit trou de ton côté, là, après, ils viennent se greffer à ton projet. Mais au début, à un moment, il ne faut pas attendre l'accord de tout le monde. Il faut foncer, tu crois à ton projet, tu fais tes trucs avec ce que tu as dans les mains et tu vois ce que ça donne. Et après, les gens se greffent et t'aident et tu montes. Et quel est le next step, la prochaine étape pour vous? Ça sera quoi? Moi, ma prochaine étape en Afrique, c'est vraiment monter une galerie ou un concept store en Côte d'Ivoire. Moi, je veux vraiment m'implanter en Côte d'Ivoire. Sinon, à Paris, j'ai déjà fait mon petit trou, j'ai mes trucs. Mais moi, sur mes 10 prochaines années, je me vois monter un truc en Côte d'Ivoire. Moi, c'est donc vous partez et vous revenez pour travailler à votre projet? À la mise en œuvre. À la mise en œuvre déjà, dans un premier temps. Gérard, et on a presque fini l'émission. Ok, d'accord. Ce que je voudrais aussi savoir, puisque vous parlez de monter une galerie et tout, est-ce que ça avez déjà fait l'état des lieux pour voir un peu les galeries qui sont déjà sur place, comment elles se comportent, comment elles vivent, comment ça fonctionne? Pour moi, les galeries ici, elles sont très fermées. C'est dédié à une élite. C'est-à-dire que je suis venu dans des coins, dans les quartiers résidentiels, mais ce n'est pas ma cible à moi. Moi, je veux vraiment sortir des sentiers battus, monter ma propre galerie et la rendre accessible à n'importe qui. C'est-à-dire qu'un enfant qui sort de l'école, il peut venir se poser, regarder les photos, il peut peindre dans un coin. Il faut vraiment démocratiser l'art. Il faut que ça soit un truc commun, facile et très simple, quoi. Moi, c'est ma démarche, ma vision de l'art. Et on retient démocratiser l'art. Oui, c'est important. Et là, la preuve, c'est vraiment ce que vous faites à Bassam, faire en sorte que ce soit accessible à tous. Ouais. À part Bassam, on pourrait vous voir à Abidjan, dans un quartier d'Abidjan avec une thématique? Non, mais s'il y a un projet qui s'offre à moi, je suis partant pour le réaliser, bien sûr. Oui, bien sûr. J'attends que ça, les opportunités. Très bien. Voilà. Écoutez, vous êtes en Côte d'Ivoire jusqu'à jusqu'à demain soir.
C'est déjà... Je reviens, je fais la navette, je suis depuis jeudi. Écoutez, on se fera encore un plaisir de vous recevoir parce que vous... Mais l'expo tourne encore pendant un mois. Ça tourne encore. Alors oui, et le vernissage a eu lieu donc le lundi 5. Le dimanche. Le dimanche 5, pardon. Voilà. Et c'est dans les rues de Grand Bassam. On n'a pas besoin de permission, hein. C'est vraiment dans les rues. Mais avant de faire l'expo dans la rue, il y a l'expo dans la galerie même, chez Laurent Serline. Et là, vous pouvez voir toutes les œuvres qu'on a prises à Bassam avec les enfants de la jeunesse sportive. Très bien. Bah, écoutez, merci Paps. Merci à vous. D'être venu. Merci. Les amis, merci beaucoup. Bah, merci, hein. Et puis, on se concentre maintenant sur le match. Focus sur le match. Allez, à demain et on espère célébrer. Allez, les éléphants. Allez.